Alors, je commence. Donc, je suis ravie ce soir pour la première conférence de la 10e semaine de sensibilisation d'accueillir Madame Alice Desmarchais et Madame Virginie Maillard. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Donc, vous êtes chercheuse à l'INRAE et on a aussi Monsieur Sébastien Ellis qui est parmi nous aussi ce soir et qui travaille aussi avec vous. Bonsoir. Et le sujet qu'on a souhaité aborder ce soir avec vous, c'est sur un sujet qui est important pour notre association, c'est la santé environnementale et donc son impact sur la fertilité des humains. Et vous allez nous parler ce soir donc des bisphénols, qui sont des molécules. Vous allez nous expliquer tout ça et leur impact sur la fertilité féminine. C'est ça, Alors, exactement. au niveau technique, donc les spectateurs qui sont là, vous pouvez, si vous avez des questions au cours de la présentation, rédiger vos questions dans l'espace qui est en bas, questions-réponses ou dans le chat. On les verra et on posera vos questions à nos invités à la fin de leur présentation. Voilà. Donc surtout, n'hésitez pas à écrire vos questions au fur et à mesure. Et puis, bah, je vous laisse vous présenter et puis nous présenter ensuite le sujet qui nous rassemble ce soir. Merci beaucoup. On vous remercie encore une fois de nous avoir donné l'opportunité de parler de ce sujet auprès des gens qui, pour nous, ouais, évidemment, ça a du sens, hein, puisque c'est tout l'objet de notre travail. Mm. Donc moi, je me présente Virginie Maillard, je suis maître de conférence à l'Université de Tours et donc j'effectue ma recherche dans dans l'unité mixte de recherche physiologie de la reproduction et des comportements et dans l'équipe biologie intégrative des gonades à l'INRAE Centre Val-de-Loire. Et donc à côté de moi, Alice Desmarchais. Oui, voilà, tout à fait. Bonsoir à tous. Donc, moi, je suis aussi, entre guillemets, enseignant-chercheur, mais contractuel, à l'UT de Tours, et je fais également ma recherche, donc dans la même équipe que Virginie et Sébastien. Voilà. Voilà. Donc en fait, on a décidé de faire cette présentation à deux voix. Une première partie, je vais vous présenter un peu plus général, et puis ensuite Alice va vous présenter des travaux dans lesquels elle a été très impliquée, notamment pour comprendre un peu mieux comment cela fonctionne au niveau de l'ovaire. Et puis on vous parlera quand même un petit peu de fertilité masculine parce qu'en fait, les bisphénols ne touchent pas que la fertilité des femmes. Donc on fera une petite aparté là-dessus. Puis on essaiera de finir quand même sur une note très positive puisqu'on peut agir face à ces bisphénols. Alors juste pour commencer, alors hop, faut que je remette. Voilà. On voulait vous parler un petit peu de notre équipe de recherche pour que vous voyez un petit peu où on travaille. Donc, on travaille dans l'UMR, physiologie de la reproduction et des Pour l'in- comportements. Et pour l'instant, on voit pas on voit plus le diaporama. non, on voit pas votre diaporama. Ah, mince, qu'est-ce qui se passe? Moi, Alors, je l'ai. Ah, ah, alors pourquoi alors moi je le vois? attendez, j'ai arrêté de partager, on va repartager. Alors si les spectateurs l'ont, ça va. Moi je le vois pas. Comment ça se fait? Hop. Ah voilà, Alors voilà. là, vous le Là voyez je le bien? vois. Oui, Moi, Ok, oui. super. ok. Bon, parfait. Donc en fait, le centre INRAE, Centre Val-de-Loire, vous voyez, c'est l'ensemble que vous voyez ici en plein milieu des champs, puisque évidemment c'est un centre qui travaille aussi sur la physiologie et la santé des espèces animales en général, y compris l'humain. Et donc nous, on travaille au sein de cette unité qui est dirigée par Mathieu Keller, et bien dans l'équipe biologie intégrative des gonades, donc qui s'intéresse aux gonades, les ovaires, mais aussi les testicules et donc qui est dirigé par Sébastien Ellis, que vous voyez, qui est ici avec nous, et Svetlana Uzbekova. Alors, ouais, par contre, à chaque fois, hop, on va leur faire comme ça. Là, c'est bon, vous voyez toujours?
Donc nos recherches, évidemment, sont sur les études de la portent sur les études de la reproduction et plus particulièrement dans les mécanismes d'action, tous ces mécanismes qui sont impliqués pour faire en sorte qu'une reproduction se passe bien. Et pour essayer de répondre à tout ça, eh bien, on utilise différentes espèces modèles, donc des espèces comme par exemple la poule, la brebis, la vache, la chèvre, mais on travaille également chez l'humain. Et donc, à la fois chez le mâle et chez la femelle. Et en plus de regarder ces mécanismes d'action, on regarde surtout comment l'environnement peut engendrer des modifications de cette reproduction et également comment les régulations peuvent se mettre en place. Et dans cet environnement, on s'intéresse à la nutrition et on s'intéresse, l'objet de notre présentation aujourd'hui, aux polluants et notamment aux perturbateurs endocriniens. Et tout ça, on le fait aussi en regardant comment cela peut interagir avec le métabolisme énergétique, comment les lipides, comment le stress oxydant ou comment la stature corporelle peut en fait engendrer des régulations ou des changements de régulation face à cet environnement. Alors aujourd'hui, on va vous parler essentiellement de reproduction femelle, donc à savoir dont l'objectif est de produire des ovocytes. Alors l'autre terme qu'on connaît bien, c'est ovule, hein, mais le terme qu'on emploie nous un peu plus scientifiquement, c'est le terme d'ovocytes. Des ovocytes qui vont être compétents. Donc compétents, ça veut dire qu'ils vont être capables d'être fécondés et puis ensuite de permettre la production d'un embryon une fois la fécondation effectuée. Et eh bien, aujourd'hui, on va vous présenter des résultats qui ont été produits chez l'espèce ovine et aussi des résultats que l'on a obtenus chez l'espèce humaine. Alors, avant de commencer, on aurait voulu revenir sur des petites notions qui vont être importantes pour la suite du propos. Et le premier élément, c'est de savoir qu'est-ce qu'un polluant environnemental. Alors, en fait, il y a une définition hein, qui est admise et qui sert en fait pour les instances européennes ou internationales. Et cette définition dit que, en fait, un polluant il peut être de différentes natures. Ça peut être un agent physique, par exemple les rayons ionisants. Ça peut être des molécules chimiques comme les bisphénols dont on va parler aujourd'hui, mais ça peut être aussi des molécules d'origine biologique, par exemple des toxines. D'accord? Et donc, ce sont des molécules qui peuvent être d'origine naturelle ou d'origine artificielle. Donc, on utilise le terme d'anthropique, notamment parce qu'elles peuvent venir de la production humaine. Alors, ces polluants, ces molécules, elles vont altérer la qualité de l'eau, de l'air et des sols. Et surtout, c'est qu'une fois qu'elles font ça, elles peuvent avoir des effets nocifs sur tous les organismes, hein, pas que humains, hein, mais aussi ça peut être certaines bactéries, ça peut être les animaux. Donc on retrouve donc les micro-organismes et donc avoir des effets nocifs non pas juste sur une espèce, mais sur tout un ensemble, un écosystème. Et donc souvent, alors c'est pas toujours le cas, mais souvent on essaye d'établir des concentrations seuil au-dessus duquel ou en dessous de laquelle on sait qu'on n'aura pas d'effet nocif, ou on évite de dépasser certains seuils pour éviter d'avoir des effets nocifs. Alors nous, aujourd'hui, vous l'avez compris, on va vous parler évidemment de polluants qui ont une origine artificielle, donc les bisphénols. Alors, ces polluants, ils peuvent agir de différentes façons. Alors, le propos d'aujourd'hui, c'est évidemment, ils peuvent être reprotoxiques. Alors, reprotoxique, c'est la même chose. Il y a une définition hein, qui est bien établie et qui entre dans le Code du travail. Donc, des polluants reprotoxiques, ce sont des substances ou des mélanges de substances, hein, c'est pas forcément une seule molécule qui par soit inhalation, soit par ingestion, donc par voie orale, ou par pénétration cutanée, peut produire ou augmenter la fréquence d'effets nocifs non héréditaires, c'est-à-dire non transmis par les gènes dans la progéniture ou porter atteinte aux fonctions ou capacités reproductives. Donc ça, c'est la définition globale. Et donc à partir de là, eh bien évidemment, ça veut dire que cette molécule, elle peut altérer la fertilité et altérer la fertilité, c'est quoi? C'est altérer le système reproducteur,
Mais pas seulement, c'est aussi pouvoir altérer le comportement de reproduction ou la libido. S'il n'y a pas d'accouplement, il n'y aura pas de reproduction. Et certains polluants, c'est vrai pour certaines espèces, peuvent agir en fait sur les comportements de reproduction et empêcher en fait l'accouplement. Mais ça va donc aussi possiblement altérer le développement des descendants. Et donc ça veut dire comment? Bah, soit par des avortements spontanés, soit parce qu'on va observer des malformations congénitales chez la descendance, ou aussi, ce qu'on a tendance à oublier, cela peut provoquer en fait des dérèglements du développement au moment de la puberté, et donc avoir un développement pubertaire qui serait anormal. Et ça, évidemment, bah, ça veut dire possiblement une altération de la reproduction. Alors, évidemment, ça peut toucher les adultes, mais en fait, ce qu'on a tendance à oublier, c'est que ça peut toucher très fortement les enfants. Et la période en fait fétale est une fenêtre de sensibilité très accrue. Et c'est pour ça que l'exposition périnatale, on va dire, est une période qui est extrêmement surveillée. Alors, comme autre mode d'action, eh bien, je pense que vous avez tous entendu parler de façon assez importante du mode d'action, l'activité de perturbateur endocrinien. Alors, c'est quoi un perturbateur endocrinien? En fait, il y a une définition officielle, et cette définition officielle, elle est importante parce que, encore une fois, elle va être la base des réflexions pour tout ce qui est législation. Et cette définition qui a été donnée par l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, elle a été établie en 2002 et mise à jour en 2012. Et elle dit quoi? Un perturbateur endocrinien, c'est une substance, ou encore une fois un mélange de substances, qui altère les fonctions du système endocrinien et qui, de fait, induit des effets nocifs sur la santé d'un organisme qui est intact au départ, mais également possiblement de ses descendants ou de population ou sous-population. Donc ça veut dire que parfois on ne s'intéresse pas qu'à un individu, mais véritablement à une population entière sur les effets de perturbateurs endocriniens. Donc cette définition, elle est importante parce que ça touche des substances qui peuvent être d'origine naturelle ou artificielle. On rejoint la définition de polluant au départ. Et surtout, c'est que ça altère les fonctions du système endocrinien, ça veut dire tout le système qui produit des hormones. On va y venir juste après, on va vous cibler un petit peu les organes qui produisent toutes ces hormones. Donc cette définition, elle est importante. Pourquoi? Parce qu'elle va être la base pour l'ensemble des commissions et des réglementations, et notamment d'un organisme extrêmement important qui est l'Agence européenne des produits chimiques. Et cette agence-là, le CHA, est importante puisque elle est une agence qui permet en fait de mettre en œuvre plusieurs règlements et donc de légiférer en fait sur les produits chimiques dès lors qu'on a suffisamment d'informations sur ces produits et qu'on peut les classer comme perturbateurs endocriniens ou comme agents reprotoxiques par exemple. Alors vous l'avez compris, toutes les molécules qui ont une activité de perturbateur endocrinien, eh bien, ils peuvent avoir une activité reprotoxique, puisqu'évidemment, comme il y a des hormones clés dans la reproduction qui sont là pour justement avoir des gamètes, des spermatozoïdes ou des ovocytes qui soient compétents. Et donc, si on perturbe ces hormones, génitales, on va dire, eh bien évidemment, on peut avoir des effets reprotoxiques. Et ces effets, ce qui est important, c'est qu'ils peuvent même arriver à de très faibles doses. Alors, où sont produites les hormones dans notre corps? En fait, on en produit, vous voyez ici sont référencés les différents organes. Donc, on en a au niveau du cerveau qui sont produites notamment par l'hypothalamus et l'hypophyse ou la glande pituitaire. Donc, ils sont deux zones du cerveau extrêmement importantes dans l'axe reproducteur, puisque ce sont eux qui vont contrôler les hormones qui vont être produites plus bas par en fait les gonades. Alors à côté de ça, nous on va pas en parler aujourd'hui, hein, mais vous avez le pancréas qui produit l'insuline, etc. Les glandes surrénales avec les glucocorticoïdes par exemple, le thymus ou la glande thyroïde avec les hormones thyroïdiennes. Donc tous ces tissus peuvent être des cibles des polluants à activité de perturbateurs endocriniens. Donc nous,
aujourd'hui, ce qui nous intéresse, ce sont les gonades avec les testicules et les ovaires. Et donc, ces deux types de tissus produisent ce que l'on appelle des hormones et des hormones plus particulièrement que l'on appelle des stéroïdes. Et ces stéroïdes, avec, on va dire, ceux que l'on connaît le plus, on va dire, qui sont produits en plus grande quantité et qui sont caractéristiques, eh bien, on trouve par le testicule une production importante de testostérone, mais notons quand même qu'il y a aussi la production de progestérone et d'œstrogène, mais qui est progestérone qui sera transitoire. Et au niveau de l'ovaire, eh bien, il y a production d'œstrogène et de progestérone. Alors nous, aujourd'hui, on va parler pas mal de ces hormones-là, œstrogène et progestérone, évidemment. Vous entendrez un petit peu parler de testostérone, mais essentiellement d'œstrogène et de progestérone. Donc vous l'avez compris, ce sont donc des gonades, sont donc des cibles potentielles des polluants et des perturbateurs endocriniens, donc on abrégera à chaque fois PE dans la suite du diaporama. Alors comment agissent les perturbateurs endocriniens? Ils ont, on va dire, deux grandes façons d'agir. La première, c'est soit de modifier la production des hormones sources en agissant sur les organes qu'on vient de voir, soit en modifiant le stockage de ces hormones ou encore le transport ou voire même l'élimination de ces hormones. Puisque ces hormones, en fait, on en produit régulièrement. Il y en a certaines qui, au fur et à mesure, vont être métabolisées, éliminées, soit très souvent dans les urines et ça, c'est un processus normal. Eh bien, parfois, les perturbateurs endocriniens peuvent modifier cet ensemble de fonctions. Et puis l'autre possibilité, eh bien, c'est que ces perturbateurs endocriniens peuvent interagir avec des récepteurs hormonaux. Alors en fait, les hormones, pour pouvoir agir sur un organe cible, eh bien, ils vont se fixer sur les cellules par l'intermédiaire d'une molécule que vous voyez ici, là, qui ressemble un peu à un Pac-Man. Alors, ça n'a pas vraiment cette forme-là, hein, c'est juste schématique, mais donc qui est un récepteur et qui va être un récepteur spécifique d'une hormone ou de molécules qui sont très proches de cette hormone. Et si le perturbateur endocrinien a une forme qui ressemble un peu à l'hormone, il est capable de venir se fixer sur le récepteur et d'altérer la réponse que l'on a d'habitude normale et donc altérer la réponse. Et dans ce cas-là, c'est une autre façon d'agir. L'hormone de base, elle est toujours intacte, mais lui, il vient perturber son chemin d'action classique pour avertir l'organe cible habituel. Alors, quels sont maintenant les effets de ces perturbateurs endocriniens et plus particulièrement les effets sanitaires? En fait, les perturbateurs endocriniens, vous l'avez compris, comme ils touchent plein d'organes différents, bah, finalement, ils peuvent provoquer ou être, en tout cas, impliqués dans de nombreuses pathologies. C'est le cas, par exemple, des cancers, des troubles métaboliques et évidemment de la reproduction. Et surtout, bah, c'est qu'on, vous l'aurez compris, il y a des périodes de sensibilité qui vont être extrêmement accrues pour ces perturbateurs endocriniens, notamment la période de préconception, donc avant en fait la fécondation, la période de vie embryonnaire et fétale, donc pendant toute la grossesse, et puis la période de la petite enfance et la période évidemment de la puberté. Donc ces périodes importantes. Alors, il faut que vous sachiez quand même que en France, on reste pas sans rien faire. Les choses avancent. Alors, pas forcément aussi vite qu'on aimerait, mais quand même depuis quelques années, on sent une vague d'amélioration, d'évaluation des risques liés aux perturbateurs endocriniens, parce que c'est vraiment devenu un enjeu majeur de santé publique en France. La preuve en est, c'est que, il y a une première stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens qui a été menée depuis 2014. Et évidemment, voyant cet élan, il y en a une deuxième. Donc, on est à l'heure actuelle dans cette phase-là de ce qu'on appelle ça une SNPE pour Stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens, qui est en place depuis septembre 2019. Donc, courant 2025, hein, on devrait voir certainement autre chose prendre la suite. Et l'objectif vraiment de cette stratégie nationale, c'est d'avoir une approche One Health. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas seulement se soucier de la santé humaine, mais c'est de se soucier de la santé humaine, mais
aussi de la santé animale et de la santé de l'environnement, parce qu'on a compris que l'ensemble influe en fait les uns sur les autres. Et donc il faut absolument, en fait, si on veut soigner l'humain, il va falloir soigner l'environnement et soigner également les animaux. Et donc l'objectif, c'est quoi? C'est évidemment, dans cette stratégie, de réduire l'exposition de la population aux perturbateurs endocriniens. Donc comment on peut faire ça? Eh bien, en formant et en informant les citoyens, donc bah, c'est ce qu'on essaie un peu de faire aujourd'hui, mais également les professionnels, puisque les professionnels de santé, mais pas que, hein, les professionnels aussi en recherche, par exemple, de protéger la population et son environnement, et enfin d'améliorer les connaissances sur les perturbateurs endocriniens. Donc c'est notamment de financer des recherches sur ces molécules. Alors tout ça, c'est important. Pourquoi? Parce que ça donne des billes pour réfléchir et ça donne des billes au gouvernement français et aux instances françaises notamment l'ANSES, hein, mais pas que, pour aller venir eh bien, faire des propositions au sein de l'ECHA et notamment pour la réglementation REACH, de façon à essayer de légiférer le plus vite possible, dans les meilleures conditions, sur les perturbateurs endocriniens. Alors nous, on va vous parler donc des bisphénols, ces fameuses molécules dont vous a parlé Virginie Rio en introduction. Donc ce sont des substances chimiques, comme on vous l'a dit, et vous avez certainement entendu parler du plus connu qui s'appelle le bisphénol A. Donc vous voyez, c'est cette structure que vous voyez ici. Donc on utilisera l'abréviation très souvent de BP pour bisphénol, et donc on dira BPA très souvent pour la suite. Alors, il faut savoir que ce bisphénol A, en fait, à la base, il a été produit donc dans les années 1890, mais il y a eu pas mal en fait d'informations et de recherches sur lui dans les années 1930. Pourquoi? Parce que c'est un œstrogène synthétique et qu'on voulait utiliser comme remplacement alors pour les pilules ou pour aider dans certaines pathologies d'avortement spontané ou même pour la ménopause. Et en fait, comme c'est un œstrogène synthétique, bah, vous voyez, en fait, vous avez ici la formule de l'œstradiol et on se rend compte qu'effectivement, il y a des groupements chimiques qui se ressemblent très fortement parce que justement, l'objectif, c'était d'avoir une molécule qui se rapproche des œstrogènes. Mais au final, bah, c'est pas ce qu'on a retenu du bisphénol A, c'est un peu toute la dramaturge, on va dire, de cette histoire, c'est que finalement, on s'est rendu compte que ce bisphénol A avait des qualités de plastifiant. Et donc, depuis les années 50-60, on l'utilise énormément dans les synthèses de plastique et notamment dans les polycarbonates. Donc, ça veut dire qu'on les retrouve, par exemple, dans les boîtes en plastique ou dans les biberons en plastique, qu'on peut les retrouver, par exemple, dans les montures en plastique des lunettes, dans certains types de jouets, par exemple dans les pare-chocs des voitures ou encore dans certaines tubulures, par exemple, de dispositifs médicaux. On les retrouve aussi dans les résines époxydes. C'est pour ça qu'on les retrouve par exemple sur le revêtement des canettes. On peut les retrouver en fait aussi dans les revêtements des boîtes de conserve, mais on les retrouve aussi dans tout ce qui est revêtement de sol, par exemple du parquet stratifié. Vous savez, cette couche légèrement plastique que vous avez sur le dessus, et bien à l'intérieur, on peut retrouver des bisphénols. On peut les retrouver aussi dans certains ciments dentaires et dans certaines peintures, etc. Et puis, vous le savez, on les retrouve aussi dans l'encre des papiers, des tickets de caisse. D'ailleurs, ça a fait un peu référence puisqu'on a su pendant quelques années que les hôtesses de caisse étaient très souvent très exposées au bisphénol A. Alors, les voies d'exposition, elles sont multiples. Elles peuvent se faire par voie orale, c'est-à-dire par ingestion, soit par respiration de l'air ambiant dans lequel on se situe, soit par transmission transcutanée, c'est-à-dire par la peau. Mais il faut que vous sachiez que finalement, nous, notre exposition, elle se fait majoritairement par la voie orale et elle se fait majoritairement par l'eau et la nourriture que l'on consomme, tout simplement parce que les bisphénols ont la possibilité aisée de passer du revêtement
à la nourriture, notamment avec des changements de température. Alors, un point important, c'est qu'une fois qu'on a ingéré ces bisphénols, en fait, c'est le cas de beaucoup de nos molécules, elles ne vont pas rester intactes, elles vont être métabolisées. Et notamment des molécules extérieures, notre corps, il a tendance à vouloir les éliminer, donc ça c'est très bien. Et il le fait par conjugaison. Alors, l'intestin joue un rôle important, mais le foie encore plus. Et il va ajouter des groupements chimiques, donc en l'occurrence de l'acide glucuronique ou de l'acide sulfurique, et donc qui va changer, vous voyez, la molécule de base, hein, on va lui rajouter un groupement, et ça va permettre au corps d'identifier qu'il faut éliminer cette molécule, et notamment de l'éliminer par les urines. D'accord? Et donc là, bah, il faut que vous sachiez, c'est que quand on rajoute un groupement en fait sulfurique, eh bien là, la molécule de bisphénol A n'a plus du tout son activité oestrogénique. Alors, quand il y a l'acide glucuronique, l'activité est encore présente, mais beaucoup moins, de façon beaucoup moins importante que lorsque le bisphénol est libre, comme on le voit en haut du diaporama. Alors, ce que ça veut dire que en moins de 24 heures, on est capable d'éliminer les bisphénols et notamment donc de plus ou d'avoir quasiment plus de bisphénol libre comme ça qui circulent dans notre corps. Très peu sont stockés dans notre corps. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un polluant qui est non persistant. Et ça, c'est important de l'avoir en tête. Et ça veut donc dire que si on fait en sorte de ne plus être exposé à ce bisphénol, eh bien, on n'en aura plus dans notre corps puisqu'il va être éliminé très rapidement. En revanche, si on ne change pas notre mode d'exposition, c'est-à-dire qu'on continue à exposer, à être exposé notamment par la nourriture, hein, tous les jours, bah, on aura forcément des bisphénols tous les jours dans notre corps qui circulent. D'accord? Donc ça, c'est le côté positif avec les bisphénols. Ça veut dire qu'on peut agir si on change certaines façons, d'être exposé, potentiellement au bisphénol. Alors, l'effet du bisphénol A sur la santé, ils sont très multiples. Vous voyez, en fait, il a été identifié des effets dans les cancers, dans les troubles cardiovasculaires, dans l'obésité, des troubles aussi au niveau immunitaire et évidemment des troubles au niveau de la reproduction. Et donc, c'est l'objet de notre conversation d'aujourd'hui. Alors, avant d'aller dans le vif du sujet, il est peut-être important qu'on fasse des petits rappels de notions de reproduction, même si vous êtes certainement sensibilisés à ça. Vous avez ici en fait un ovaire avec ici la trompe de Fallope et puis le début, le haut en fait de l'utérus. Donc on voit bien qu'au sein de l'ovaire, on a ces structures rondes qu'on appelle un follicule ovarien dans laquelle se développe, donc on l'a de façon grossie ici, se développe eh bien l'ovocyte, donc le fameux gamète qui nous intéresse puisque c'est lui qui va être fécondé par le spermatozoïde. Eh bien, cet ovocyte, il est entouré, vous voyez, de ces petites cellules grises qu'on appelle des cellules du cumulus. Et ces cellules du cumulus, en fait, elles dérivent de toutes ces cellules-là qu'on voit autour, qui s'appellent les cellules de granulosa. Et ensuite, à l'extérieur, on voit qu'il y a une lame basale et surtout encore un autre type cellulaire qu'on appelle les cellules de latex. Alors nous, aujourd'hui, on va vous parler beaucoup des cellules de granulosa parce qu'elles produisent de façon importante le stradiol et la progestérone, ces fameux stéroïdes dont on vous a parlé tout à l'heure. Et puis, bah, l'ovocyte que vous voyez ici, bah, lui, il va être important parce que il va en fait être en dialogue permanent avec ce qui se passe dans cette réserve, et notamment dans cette réserve que l'on appelle le liquide folliculaire. Et ce liquide folliculaire, dedans, on va retrouver des différentes molécules qui ont des actions sur l'ovocyte, mais sur les cellules elles-mêmes aussi. L'intérieur de ce liquide folliculaire, il y a des choses qui proviennent du sang, donc on apporte par exemple des nutriments, et donc on peut retrouver des nutriments, et donc des échanges peuvent se faire avec l'ovocyte. Donc ça veut dire que quand il y a des choses dans le liquide folliculaire, bah, ça peut agir sur l'ovocyte. Et donc cet ovocyte, bah, en fonction de ce qu'il y a autour de lui et de ce dialogue avec les cellules du follicule, eh bien, va pouvoir maturer et donc, eh bien, si possible, maturer dans le bon sens et obtenir une qualité qui va lui permettre, eh bien, d'être fécondé et surtout de permettre le développement d'un embryon.
Alors, le bisphénol, qu'est-ce qu'on sait sur le bisphénol A et la fertilité femelle? Eh bien, on sait que le bisphénol A, il altère la fonction ovarienne et qu'il altère la qualité de l'ovocyte. Alors, comment il fait ça? Il y a tout d'abord des premières études qui ont montré que, en fait, ça peut en fait altérer la production des follicules primordiaux. Donc, on a vu, hein, le follicule, il va se développer, il va grossir au fur et à mesure que aussi la qualité de l'ovocyte va s'acquérir. Et en fait, le follicule va passer par différents stades. Et dans les premiers stades, on a les stades de follicules primordiaux. Et bien, évidemment, si on empêche la formation de ces follicules, le développement de ces follicules, bien évidemment, il n'y aura pas de follicules et surtout, il n'y aura pas d'ovulation possible d'un ovocyte normalement dit mature. Et donc, le bisphénol A était vu aussi en fait altérer ce développement et provoquer une stimulation de l'atrésie. Ça veut dire quoi? Une mort du follicule accélérée avant même qu'il puisse en fait produire un ovocyte qui puisse être ovulé. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les réserves ovariennes en follicules peuvent être diminuées. Et puis l'autre point, il a été montré, évidemment, vous voyez ici, que le bisphénol A peut altérer la production des stéroïdes, à la fois l'œstradiol et la progestérone, donc de façon plus ou moins variable selon les conditions. Et puis, au niveau de l'ovocyte, il a été montré que le bisphénol A diminue la maturation de l'ovocyte en provoquant par exemple des anomalies de la méiose, c'est-à-dire des anomalies du développement de l'ovocyte, et une diminution aussi du taux de développement embryonnaire une fois qu'il y a eu fécondation. Donc ça veut dire que le bisphénol A, vous voyez, il est capable d'agir à différents moments du développement folliculaire et surtout qu'il est capable aussi d'empêcher l'ovocyte d'acquérir une qualité nécessaire au développement embryonnaire. Alors l'autre point important, c'est que si on regarde on regarde les dosages qui ont pu être faits de bisphénol, par exemple dans le sang ou dans les urines, on sait que le bisphénol A peut se retrouver en fait dans le sang. Et quand il y a eu des dosages comme ça chez des femmes, il a été montré que très souvent, quand il y avait une hausse de bisphénol A dans les compartiments liquidiens de la femme, on pouvait avoir en fait une hausse de l'infertilité des femmes ou encore une diminution de la réussite des protocoles de PMA dans certains cas. Donc évidemment, on comprend bien que tout ça, confondu, a bien mis en évidence des effets reprotoxiques, hein, en tout cas chez la femme, mais on a aussi des éléments, on le verra tout à l'heure, chez l'homme. Alors, en fonction de ça, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, évidemment, dès 2002, le bisphénol A a été suspecté reprotoxique au vu de toutes ces informations qui arrivaient par les scientifiques. Et puis, en 2011, en France, il a été retiré des dispositifs qui étaient ciblés pour les enfants de moins de 3 ans. Alors avec des petites réserves, hein, mais en général retirées pour ces dispositifs-là. Donc normalement, vous voyez, par exemple, dans les biberons en plastique, on ne devait plus retrouver le bisphénol A. On reviendra là-dessus. Et puis en 2014, il a été avéré reprotoxique, donc là, de façon au niveau européen. Donc là, ça a été bien établi. Et donc en 2015, en France, il a été décidé de l'interdire dans les emballages alimentaires. Et en 2016, il a été interdit dans les tickets de caisse. L'Europe a suivi en 2020 sur ce plan-là. Et il faut que vous sachiez qu'à l'heure actuelle, seuls la Belgique et le Canada ont véritablement une législation bien claire sur l'utilisation du bisphénol A qui s'apparente à ce qui se passe en France. Ça veut donc dire que dans tous les autres pays, à l'heure actuelle, il n'y a pas vraiment de législation sur le bisphénol A, hein. Il y a un espèce de flou législatif là-dessus, donc qui est un petit peu gênant. Et puis, un autre point important donc, qui a ajouté de la plus-value pour interdire ce produit, c'est qu'en 2017, il a été classé perturbateur endocrinien et substance extrêmement préoccupante. Et là, quand on passe ce stade-là, c'est le Graal pour interdire une molécule au sein de la législation et du règlement REACH.
Alors, bah, ça, c'est très bien, mais malheureusement, vous allez voir, c'est que il y a d'autres bisphénols, et donc la législation, bah, elle est très bien pour l'instant pour le bisphénol A, mais on va vous parler d'autres bisphénols. Alors, le bisphénol A, il y a une réglementation notamment basée, enfin, mise en place grâce à l'Autorité européenne de sécurité des aliments, donc l'EFSA, et donc qui en 2006 avait mis une dose journalière tolérable, c'est-à-dire en dessous de laquelle en fait il n'y a pas d'effet toxique de la molécule, donc qui était de 50 grammes, 50 microgrammes par kilo et par jour, qui avait été abaissé de façon temporaire, c'est-à-dire qu'on attendait d'autres études pour être sûr d'abaisser à cette concentration-là en 2015 à 4 microgrammes, donc vous voyez une forte diminution. Et il s'avère qu'en 2023, eh bien, l'EFSA a publié un abaissement de la dose, non pas à 4 microgrammes, mais 20 000 fois plus basse que ce 4 microgrammes par kilo, à 0,2 nanogrammes par kilo et par jour. Alors, c'est une dose extrêmement basse et qui fait que malheureusement, certaines personnes, beaucoup de personnes peuvent être exposées déjà de base à des concentrations plus élevées que cette concentration recommandée euh, tolérable. Alors, bah, on a dit le bisphénol A interdit. Bon, bah, les industriels, parce que finalement, ces plastifiants, bah, si on regarde d'un certain côté, ils nous rendent un peu service pour pas mal de choses. Les industriels se sont dit, bah, qu'est-ce qu'on fait pour le remplacer? Bah, en fait, ils se sont dit, bah, il y a plein d'autres bisphénols. Et puis, bah, la famille, elle est extrêmement nombreuse parce que là, on vous en présente quelques-uns, mais en fait, il y a 148 membres. Donc, ça veut dire qu'évidemment, il y a le choix. Et il y a le choix, et donc on peut les utiliser de différentes manières. Par exemple, nous, on va vous parler du bisphénol S, donc qui remplace beaucoup le bisphénol A dans les tickets de caisse ou dans tous les revêtements dans les boîtes de conserve ou dans tout ce qui est alimentaire. Mais par exemple, on a le BPF qui sert beaucoup dans les revêtements pour les sols, etc. Donc finalement, il y a des remplacements possibles. Et le problème de ça, c'est que ces bisphénols, bah, pour le moment, il y a très peu, voire pas de réglementation selon les bisphénols qui existent. D'accord? À l'heure actuelle, il y a une réglementation et encore pas totale sur 4 bisphénols sur les 148. Alors nous, on va vous parler des bisphénols qui sont les plus répandus en France, et notamment, on va beaucoup vous parler du bisphénol S, euh, puisque avec ce bisphénol S, on a le bisphénol F qui est utilisé depuis plusieurs années comme alternative, et comme vous pouvez le voir, ils ont quand même des structures extrêmement proches, et au vu de cette structure chimique, on peut se poser la question de pourquoi ces bisphénols n'auraient pas les mêmes effets que le bisphénol A. Et vous voyez, si on regarde d'autres bisphénols que vous avez là, alors effectivement, on retrouve toujours hein, ce cycle-là avec ce groupement que vous voyez ici, ce groupement OH bah, qui est caractéristique hein, de la fin de l'ostradiol que l'on avait pu voir au tout début de la présentation. Alors, une fois qu'on sait ce que sont ces molécules, est-ce que les humains sont contaminés par ces bisphénols? Alors, on va vous montrer quelques études qui ont été faites dans différents pays, notamment par exemple en Asie, pour commencer. Donc, c'est une étude qui a été faite qui a été publiée en 2020, donc en Chine, dans 8 provinces chinoises que vous voyez ici, en fait, avec une barre verte à chaque fois qui est matérialisée où ils ont analysé chez des femmes enceintes dans le sérum la concentration de différents bisphénols. Et donc vous voyez ici en vert, eh bien, la concentration moyenne de l'ensemble des bisphénols qui ont été mesurés. Et vous voyez déjà qu'on voit bien que selon la province, la quantité de bisphénol moyenne qui a été mesurée est différente en fonction des provinces. Et si on regarde ensuite à l'intérieur de cette quantité moyenne, finalement, quel type de bisphénol on retrouve en fonction des provinces, eh bien, on voit aussi, vous voyez, donc les couleurs correspondent à plein de bisphénols différents. Eh bien, on voit que selon les provinces, il y a certains bisphénols qu'on ne retrouve pas, et au contraire, il y en a certains qu'on retrouve quasiment tout le temps. Par exemple, le bisphénol S que vous voyez ici en bleu-violet, et puis, par exemple, le TBP qu'on retrouve aussi dans beaucoup de provinces.
En revanche, il y en a d'autres qu'on retrouve très peu. Le BPF, on le retrouve que dans deux provinces, vous voyez, donc des variations assez importantes. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que 4 à 89% des femmes étaient exposées dans ces provinces et qu'on avait des expositions qui étaient variables selon les bisphénols et surtout avec des grandes différences en fonction des provinces, très certainement en fonction du bassin industriel présent dans ces provinces. Alors là, il y a une autre étude qui a fait le bilan, non pas qu'en Asie, là où on voit encore l'Asie ici avec des concentrations très élevées, pour différents bisphénols, mais voyez aussi aux États-Unis, au Brésil, en Belgique, en Pologne, dans différents pays. Et on voit bien ici qu'en fonction des pays, ben, on peut avoir des concentrations très variables, d'accord, en bisphénol. Et si on regardait en fait dans cette étude la concentration dans le plasma des bisphénols, au moment de la publication de cette étude, en 2021, eh bien, c'était encore le bisphénol A qui était le bisphénol le plus représenté. Puisqu'on vous le répète, hein, d'un point de vue législatif, bah, en 2021, seule la France et Canada et Belgique avaient quelque chose de mis en place pour ce bisphénol. Donc on voit bien qu'il y a des différences entre les pays avec des bisphénols différents, parce qu'on peut avoir aussi des bisphénols différents caractéristiques en fonction des pays et aussi en termes de quantité. Alors, qu'en est-il de la France? Vous allez nous demander. Alors, il y a une étude qui s'appelle l'étude Esteban. Donc, l'étude Esteban, c'est pour études de santé sur l'environnement, la biosurveillance, l'activité physique et la nutrition. Donc, c'est une étude qui a été menée entre 2014 et 2016 sur une population allant de 6 à 74 ans, donc avec à peu près entre 400 et 500 enfants, et la même chose en termes d'adultes. Ils ont étudié 6 familles de polluants. Donc les bisphénols, donc abrégé BP, les phtalates, les parabènes, les perfluorés, les éthers de glycol et les retardateurs de flamme bromée. Donc plein de cocktails intéressants. Et donc ils ont été mesurés la présence de ces molécules, soit dans les urines, soit dans le sérum, en fonction en fait des polluants. Donc ça, c'est vraiment une étude française. Et donc, qu'est-ce que l'on peut voir dans ce tableau? Alors, on va se concentrer sur, vous voyez ici, on a les enfants, d'accord, de 6 à 17 ans, les adultes de 18 à 74 ans, et on voit sur la gauche le bisphénol A, le bisphénol S et le bisphénol F. Et là, si on se met sur cette valeur qui s'appelle P95, ça veut dire que 95% de la population enfant de Esteban a une concentration qui est en dessous de cette valeur. Donc là, on a la même chose pour les adultes, pour le P95, 95% de la population des adultes d'Esteban. Et donc là, on a mesuré les bisphénols dans les urines puisque c'est là qu'ils sont éliminés plus aisément. Eh bien, qu'est-ce qu'a montré cette étude? Eh bien, que chez tous les enfants et tous les adultes pour lesquels cela a été mesuré, on a retrouvé au moins un bisphénol, d'accord, chez l'ensemble de la population. Et surtout, ce que ça a montré, déjà entre 2014 et 2016, c'est qu'il y avait déjà du bisphénol S et du bisphénol F qui étaient présents, puisque vous voyez ici qu'on est capable de mesurer du bisphénol F et même du bisphénol S, vous voyez chez les enfants, à une concentration même un petit peu plus élevée que ce qu'on peut retrouver en termes de bisphénol A. Et surtout, c'est qu'en 2014-2016, malgré l'interdiction chez les enfants depuis 2011, eh bien, on retrouvait encore, d'accord, du bisphénol A. Et l'autre point intéressant, c'est que si vous regardez ici, cette concentration, eh bien, elle est plus élevée que chez les adultes. Donc, ça veut dire que la population enfant est peut-être plus exposée pour, par exemple, en ce qui concerne le bisphénol S. Et dans cette étude, il a été montré que cette concentration élevée de bisphénol S, elle était souvent associée à une consommation de poissons emballés. Et ça veut dire plus les enfants consommaient de poissons emballés, plus ils avaient de chances d'avoir une concentration de bisphénol S augmentée. Et l'autre point, c'est que pour le bisphénol F, eh bien, cette association, ça n'était pas pour de la consommation alimentaire, mais pour une moindre aération du logement
en automne et en hiver. C'est-à-dire que quand on aère moins de 2 fois par jour ou une durée suffisamment longue, eh bien, on a plus de chances d'avoir une concentration élevée en bisphénol F. Donc, ça montre certains comportements, en tout cas, qui pouvaient être pointés. Alors, une fois qu'on a dit que l'humain, et notamment la femme peut-être, mais pas que la femme, hein, puisque j'ai oublié d'appuyer sur ce point, c'est que là, dans l'étude Esteban, elle s'apporte sur des enfants et des adultes des deux sexes. Donc, ça veut dire que véritablement, les deux sexes sont exposés au bisphénol. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est qu'une fois qu'on est exposé, est-ce que les ovocytes chez la femme sont exposés? Est-ce que les bisphénols sont capables d'arriver jusque dans le follicule ovarien et pourquoi pas de toucher l'ovocyte? Et donc là, c'est encore une étude qui a été faite en France. En fait, plusieurs études qui ont été faites dans le laboratoire. euh, avec des étudiants. Et donc là, ça c'est un papier qui a été publié en 2023 par une de nos étudiantes. Et donc, chez des femmes qui ont suivi un protocole de PMA au CHRU de Tours, eh bien, pendant le prélèvement des ovocytes, eh bien, il y a en fait un prélèvement, l'ovocyte est accompagné de liquide folliculaire, et donc ce liquide folliculaire, habituellement, il est jeté, et là, en fait, le liquide folliculaire a été conservé pour pouvoir faire dedans l'analyse, en fait, des bisphénols. Et donc, la technique, là, permettait d'analyser, en fait, quatre bisphénols différents, donc le A, le S, le F et le AF. Et donc, qu'est-ce que l'on a pu observer? Eh bien, on a observé que 77% des femmes qui ont été analysées, donc là, il y avait 277 femmes dans cette étude pour lesquelles on a pu faire des dosages, eh bien, 77% d'entre elles n'avaient pas de bisphénol au niveau du liquide folliculaire. En revanche, au moins avec un ou deux bisphénols présents, eh bien 23% des femmes avaient un bisphénol, voire deux bisphénols dans le liquide folliculaire. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que les ovocytes peuvent être exposés au bisphénol. Et donc ça veut dire qu'à partir de là, on a la preuve que potentiellement, si ça arrive jusque-là, bah, ça veut dire que ça peut agir et qu'il faut donc aller un petit peu plus loin en termes d'études. Et donc là, eh bien, c'est moi qui vais passer la parole à Alice Desmarchais qui va vous présenter la suite des études. Oui, alors tout à fait. Donc du coup, là, moi, je vais vous présenter un peu les travaux qui ont été faits dans l'équipe pour étudier les effets des analogues du bisphénol A sur la reproduction. Sachant que les sources et les niveaux d'exposition de ces analogues sont similaires au bisphénol A, est-ce que les effets sont similaires? Et les premières études qui avaient été faites donc, dans différentes espèces telles que le poisson, donc le zébrafish, ou la souris et le rat, ou voire même chez le porc et chez la vache, montraient que le poids des gonades et la taille des follicules et les niveaux d'œstradiol pouvaient être affectés par ce bisphénol S. Donc, qu'en est-il de l'ovaire chez la femme et de l'ovocyte chez la femme, mais chez également la brebis, puisqu'on a utilisé ce modèle comme un modèle approprié pour étudier la physiologie ovarienne, puisque la physiologie ovarienne de la brebis est un petit peu similaire à celle de la femme, et que de plus, c'est un très bon modèle pour étudier la toxicologie et donc les effets des perturbateurs endocriniens. Donc, je vais vous présenter tout d'abord ce qui a été réalisé en termes d'études chez la brebis. Et chez la femme également. Donc en fait, des ponctions de follicules ont été réalisées afin de récupérer les cellules de granulosa dont Virginie vous a parlé tout à l'heure. Et ces cellules ont été mises en culture pendant une période courte de 48 heures avec différentes doses de bisphénol S.
Donc ça, c'est ce qu'on appelle une étude in vitro, puisqu'on a récupéré donc à la fois les cellules de granulosa de brebis d'un côté et les cellules de granulosa des femmes dans un contexte de PMA. Et on les a mises en culture, entre guillemets, artificiellement pendant 48 heures en présence de bisphénol S. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'on a observé chez la brebis? Donc on s'est intéressé aux concentrations de progestérone et d'oestradiol, donc qui sont les hormones d'intérêt. Donc Virginie vous a parlé également tout à l'heure. Et donc on a observé une diminution de la sécrétion de progestérone par le bisphénol A, mais également par le bisphénol S, et donc à des différentes concentrations, donc 50 ou 100 micromolaires. Et on a également observé une modification de la sécrétion d'ostradiol par le bisphénol A et également le bisphénol S qui ont provoqué donc une augmentation de la sécrétion d'ostradiol. Donc ça, c'est ce qui se passe sur les cellules de granulosa de brebis. Qu'est-ce qu'il en est des cellules de granulosa de la femme? Donc ça, c'était l'objet d'une autre étude et on a montré que le bisphénol S diminuait la sécrétion de progestérone à certaines concentrations et qu'au contraire de ce qui se passait chez la brebis, on observait également une diminution de la sécrétion d'ostradiol. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça veut déjà dire que le bisphénol S est également capable, comme le bisphénol A, de perturber la sécrétion des stéroïdes produits par les cellules de granulosa, mais que les effets dépendent de la concentration et donc de l'espèce modèle utilisée. Ensuite, on a voulu s'intéresser et d'essayer de savoir quels étaient les effets du bisphénol S, pardon, sur, sur l'ovocyte. Et donc, on a continué d'utiliser notre modèle de brebis. On a ponctionné des ovaires donc, de brebis afin de récupérer des ovocytes à l'état immature. Donc c'est ce que vous voyez ici. Donc on voit l'ovocyte en transparence entouré des cellules de cumulus. Donc vous a parlé également Virginie tout à l'heure. Et donc on les a maturés in vitro en présence de bisphénol S pendant 24 heures. Et donc à l'issue de ces 24 heures-là, on obtient donc des oocytes entourés des cellules du cumulus qui se sont expansées. Et on a voulu essayer de voir quelle était la sécrétion de progestérone par ces complexes ovocytes et cellules de cumulus. Et ce qu'on a vu, c'est que le bisphénol S était également capable de diminuer la sécrétion de progestérone par ce complexe durant les 24 heures après les 24 heures de maturation. Donc ça veut dire que ça va potentiellement avoir un impact sur la capacité de cet ovocyte à être fécondé et à se développer plus tard, voire à s'implanter dans l'utérus. Ensuite, on a voulu regarder ce qui se passait au cours du développement précoce de l'embryon une fois qu'il a été fécondé. Donc, on a réalisé le même type d'expérimentation, à savoir que les ovocytes étaient maturés pendant 24 heures en présence de bisphénol S et ensuite on a réalisé une fécondation in vitro. Et on a observé le développement embryonnaire précoce, donc à savoir le nombre d'embryons qui étaient clivés après 2 jours de développement. Donc c'est ce que vous voyez ici, on a un embryon qui a été clivé et qui possède plus de 4 cellules, et ici un embryon qui est clivé mais qui possède que 2 cellules par exemple. On a également observé au jour 7 après la fécondation le développement donc, de ces embryons en blastocystes, et donc ils ont été catégorisés, soit ils étaient jeunes blastocystes, soit ils étaient expansés ou des blastocystes éclos comme on voit ici. Et qu'est-ce qu'on a observé? C'est que le bisphénol S, donc durant les 24 heures de maturation, avait un effet sur le développement embryonnaire précoce, à savoir une diminution du taux de clivage par le bisphénol S à 1 micromolaire, c'est-à-dire que les embryons ici étaient moins clivés, et donc on avait également une diminution du nombre d'embryons clivés qui possédaient plus de 4 cellules.
Ensuite, quand on a regardé donc le développement embryonnaire un peu plus tard au niveau des blastocystes, on a également vu que le taux de développement était diminué par le bisphénol S à 1 micromolaire, mais également à 10 nanomolaires, qui est une concentration que l'on peut dire environnementale, puisque c'est une concentration que l'on trouve dans les fluides biologiques et notamment donc le liquide folliculaire dont vous a également parlé Virginie tout à l'heure. Ensuite, donc, on s'est intéressé à l'effet d'autres analogues sur la stéroïdogenèse in vitro, toujours sur les cellules de granulosa. Mais cette fois-ci, donc, on a voulu regarder un potentiel effet cocktail. Donc là, on a utilisé des cellules de granulosa de femmes les cellules ont été exposées durant 48 heures à différents bisphénols, donc soit le A, le S, le F, le AF, le AP, le E ou le B, soit seul ou alors en cocktail. Donc, qu'est-ce qu'on observe après 48 heures? Eh bien, ici, vous voyez, vous avez la condition contrôle, donc témoin. Donc, le niveau est à 1, puisqu'on a, comment dire, C'est la voilà, référence, c'est la donc c'est référence la sécrétion de progestérone de référence qu'on a basale. mis à... Et donc ensuite, vous avez les différents bisphénols et l'influence qu'ils ont sur la sécrétion de la progestérone. Donc par exemple, le bisphénol A, on voit qu'il a diminué la sécrétion de progestérone par rapport au contrôle. Et ici, la ligne noire, donc en tiret noir, c'est en fait la moyenne des 7 bisphénols qui ont été testés. Et la dernière colonne, c'est l'effet du cocktail, tous les bisphénols mélangés. Et donc ce qu'on voit, c'est que déjà, donc les 7 bisphénols diminuent la sécrétion de progestérone, mais qu'également le cocktail diminue cette sécrétion de progestérone. Et donc cela montre bien que nous avons un effet cumulé de ces bisphénols lorsqu'ils sont ensemble. Donc ensuite, dans notre laboratoire, on s'est intéressé aux mécanismes d'action de ces bisphénols, puisqu'en fait, comme vous l'a dit Virginie tout à l'heure, la structure du bisphénol est assez proche de l'hormone œstradiol et donc potentiellement, et même ça a déjà été montré, qu'ils étaient capables donc de se fixer sur des récepteurs membranaires, mais également des récepteurs intracellulaires, euh, des stéroïdes, voilà. Et donc, de ce fait-là, ils sont capables potentiellement de modifier l'expression de certains gènes et notamment ceux impliqués dans la stéroïdogenèse. Donc pour étudier cela, on a utilisé donc toujours nos cellules de granulosa, donc issues des ovaires de brebis. Et après culture, donc là cette fois-ci c'était une exposition courte de 1 heure avec des doses fortes, donc soit de bisphénol A, soit de bisphénol S. Nous avons analysé les gènes qui étaient exprimés après 1 heure de traitement. Donc là, ce qu'on vous montre, c'est le profil des gènes exprimés, donc dans la condition contrôle, avec en vert les gènes qui sont surexprimés et les gènes en rouge qui sont sous-exprimés. Ce qu'on voit avec le bisphénol A, c'est qu'il allume et qu'il éteint certains gènes ici selon un certain profil. Et quand on regarde ce qui se passe avec le bisphénol S, eh bien, on n'a pas du tout le même profil. Donc, ni le même profil que le bisphénol A, mais ni le même profil que le contrôle. Donc, cela veut dire que le bisphénol A et le bisphénol S semblent agir via des réseaux de gènes qui sont différents et donc potentiellement, ils ont des mécanismes d'action différents avec un impact sur les cellules ovariennes. Donc, ce qu'on a également fait au laboratoire, c'est une étude euh, sur une lignée cellulaire issue de cellules cancéreuses de granulosa. Donc, c'est une lignée appelée COV 434. Et donc, cette fois-ci, le bisphénol AF avait également été étudié. Donc, ces cellules ont été mises en traitement pendant 24 heures avec du bisphénol A ou du bisphénol S et du bisphénol AS.
AF. Et ce qu'on a pu constater, c'est que a priori, cela confirme le fait que ces bisphénols agissent via des réseaux de gènes différents. Donc, j'arrive pardon, à une partie qui intéresse particulièrement notre équipe, c'est l'interaction que pourrait avoir l'état corporel, le statut métabolique, avec les effets de ces bisphénols. Et donc, une étude a été réalisée dans notre station expérimentale où des brebis ont été utilisées. Donc, soit elles étaient en situation amaigrie ou soit en situation surpoids, Mm. voilà. Et donc leur ration alimentaire a été supplémentée en bisphénol S pendant une période de 3 mois. Donc ça simulait une supplémentation, enfin une contamination orale via l'alimentation. Et donc les doses qui ont été utilisées, c'est les doses dont vous a parlé Virginie également tout à l'heure. C'était la dose de 50 microgrammes par kilo et par jour, qui était la dose réglementaire d'ingestion quotidienne tolérable à l'époque, et la dose d'ingestion quotidienne tolérable transitoire. Voilà, merci. Donc ces deux doses ont été étudiées sur deux types de brebis, des brebis qui étaient amaigries et des brebis qui étaient plutôt en situation de surpoids. Et donc cette fois-ci, on s'est intéressé au compartiment du liquide folliculaire et on a voulu doser les stéroïdes qui étaient présents dans ce liquide folliculaire. Donc là, vous avez les résultats des brebis maigres sur la gauche et des brebis grasses sur la droite avec la condition contrôle et la condition à 50 microgrammes par kilo et par jour qui vous est présentée. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que effectivement, euh, le Mesurer progestérone. ouais, voilà. Et les stéroïdes qui ont été mesurés, c'est la progestérone, la testostérone, l'œstradiol et l'œstrone. Et ce qu'on peut voir notamment pour l'œstradiol, c'est que l'effet du bisphénol S est particulièrement différent, surtout chez les brebis qui sont en situation de surpoids. Et donc cela nous amène à conclure que la production des oestrogènes est modulée différemment par le bisphénol S selon la masse en fait corporelle, selon le statut métabolique. Donc aujourd'hui, on poursuit nos études sur l'effet des bisphénols S et de son interaction avec le statut métabolique. Donc des études sont en cours. Donc on a un projet qui est porté par Sébastien Ellis qui s'appelle ISDEL et qui a été financé par euh, la La SFE, et donc par la- FRI. Mm. et actuellement, des demandes de financement sont en cours donc auprès de l'ANR et de la région pour poursuivre justement ces études-là. Et Chez la femme. chez la femme, voilà. Alors, on vous a parlé pas mal de la femme et on voudrait faire un petit aparté quand même pour la fertilité masculine. Alors, avec moins de diapositives, mais au moins quand même pour vous dire un petit peu que la femme n'est pas seulement la seule touchée par les bisphénols. Donc, est-ce que les spermatozoïdes peuvent être en contact avec les bisphénols? Donc, c'est la première des questions qu'on peut se poser. Chez des patients pour lesquels il y a eu en fait, récupération de sperme, oui, voilà. De sperme. Le sperme a été séparé en deux parties avec les spermatozoïdes d'un côté et le plasma séminal de l'autre. Et donc dans ce plasma séminal, donc qui est tout autour des spermatozoïdes, eh bien on a dosé en fait les études ont dosé alors soit un bisphénol, soit plusieurs bisphénols selon les études. Et donc, comme vous pouvez le voir ici, sur une étude canadienne qui a dosé, qui s'est concentrée sur le bisphénol 1,
eh bien, ils ont mesuré en fait le bisphénol A chez 77% des hommes, avec des concentrations très variables en fonction des patients. Et puis, dans cette autre étude en République tchèque, ils ont mesuré bisphénol A, bisphénol S, F et AF, et ils ont trouvé en fait les concentrations alors en bisphénol A et bisphénol S chez 77% des hommes, et ils ont trouvé les deux autres, le F et le AF, pour 14% pour le F et chez 24% des hommes pour le AF, montrant une nouvelle fois que les spermatozoïdes, comme les ovocytes, peuvent se retrouver au contact des bisphénols si l'homme a été exposé. Alors, qu'est-ce qu'on sait en termes de résultats? Il y a beaucoup d'études qui ont été menées, notamment, je vais parler des études in vivo qui ont été menées chez les espèces animales, alors très souvent chez le rongeur, mais aussi chez le zébrafiche. Ils ont montré que les bisphénols pouvaient moduler la production des hormones, et ça a été très fortement montré pour le bisphénol A et pour le bisphénol S, un petit peu moins pour le F et le AF parce que les études sont moins nombreuses, hein. On commence à avoir des études un peu plus poussées. Alors, modulation de la production des hormones, en fait, les résultats peuvent être contradictoires, c'est-à-dire qu'on peut avoir soit des effets d'augmentation ou de diminution de la sécrétion de FSH et de LH, alors ces deux hormones qui sont produites au niveau de l'hypophyse et qui jouent un rôle important justement pour le contrôle des stéroïdes, et voir des variations aussi justement de ces fameux stéroïdes qui sont produits au niveau des testicules, donc en l'occurrence ici testostérone et œstradiol. Et ce qu'ils ont observé, c'est que ces modulations de production des hormones, elles peuvent être variables en fonction des doses, elles peuvent être variables en fonction de la durée d'exposition, mais aussi en fonction de la voie d'exposition. Et donc ça montre bien que il faut multiplier les expériences pour véritablement savoir finalement quels peuvent être les effets. Alors, dans ces études, notamment des études faites essentiellement chez le rat, ils ont été investiguer la qualité du sperme et ils ont observé, encore une fois, beaucoup pour le bisphénol A et le bisphénol S, une diminution de la production du sperme, alors, souvent qui est mesurée de façon journalière chez le rat, une diminution de la concentration en spermatozoïdes dans le sperme et une diminution de la motilité, c'est-à-dire de la capacité que les spermatozoïdes ont à se mouvoir. Mais ils ont vu également une irrégularité des structures que l'on retrouve dans le testicule. Alors, ces structures, c'est ce qu'on appelle des tubes séminifères, et c'est à l'intérieur de ces tubes séminifères que vont se développer les spermatozoïdes. Et donc, évidemment, si ces structures se désagrègent, sont irrégulières, eh bien, ça ne favorise pas, en fait, le développement des spermatozoïdes. Et l'autre point important, qui a été vu notamment avec le bisphénol F et le bisphénol AF, mais aussi le bisphénol A, eh bien, c'est qu'on peut voir une augmentation des dommages de l'ADN des spermatozoïdes chez cette espèce rongeur. Alors, qu'en est-il de l'homme? Alors, il y a quelques études qui ont été faites. Beaucoup d'études ont été faites pour le bisphénol A. Donc, quelques études commencent à sortir pour le bisphénol S et aussi pour le bisphénol F. Le bisphénol AF, il y a quelques informations, mais pour l'instant, semble ne pas avoir d'effet. Mais bon, j'ai vu une étude vraiment, donc c'est encore trop jeune. En tout cas, toutes les études que je vous montre là ont montré une altération de la qualité du sperme et de la concentration des hormones, donc avec une diminution de la concentration et de la motilité des spermatozoïdes, comme ça avait été vu chez le rongeur, une diminution de la vitalité du sperme, donc c'est-à-dire du nombre de spermatozoïdes vivants dans le sperme, une diminution de l'intégrité de l'ADN des spermatozoïdes de façon très forte avec le bisphénol F, et des variations de concentration des hormones, encore une fois, qui peuvent être variables, alors peut-être en fonction des bisphénols, voire même des concentrations qui sont retrouvées chez les patients. Donc ça nous montre bien que la fertilité masculine est aussi altérée par ces molécules. Alors, je vais redonner la parole à Madame Desmarchais pour essayer de finir sur une note positive après tout ça. Oui, alors la note positive, c'est que en 2023, le bisphénol S donc, a été classé dans la liste des substances extrêmement préoccupantes. Et donc,
pour ses propriétés reprotoxiques et de perturbateurs endocriniens. Donc ça veut dire que les études qui sont faites bah, servent à quelque chose et à faire évoluer la réglementation. Donc ça évolue beaucoup plus vite que ça l'a été pour le bisphénol A, donc c'est ça ce qui est encourageant. Donc l'autre point positif, c'est qu'on peut éviter les bisphénols. Donc comment? Alors déjà, il y a une type de population à surveiller, c'est évidemment les enfants, les enfants également en puberté et les femmes bah, enceintes. Pour cuisiner, il vaut mieux préférer le verre, l'inox, la fonte et le bois, donc non traité, absolument. Et puis, il faut éviter de faire réchauffer dans des récipients ou des emballages en plastique, si possible, la nourriture. Vider le jus des conserves, puisque comme l'a dit Virginie en introduction, le revêtement à l'intérieur, ça contient du bisphénol, donc il faut, si possible, donc vider et rincer les légumes qui proviennent des conserves et éviter les tickets de Ouais. graisse. Juste un point sur les conserves, c'est que le jus va concentrer les bisphénols, pas forcément par exemple les haricots verts. Donc si vous enlevez le jus et que vous rincez les haricots verts, il n'y a pas de problème pour manger les haricots verts en conserve, mais évitez de garder le jus quand vous réchauffez ces aliments. Donc oui, les tickets de caisse donc sont recouverts donc de bisphénol, donc il faut éviter en tout cas de les tenir ou se laver les mains après. Et puis aérer également beaucoup les logements parce que c'est vrai que on commence à en parler de plus en plus maintenant, mais il y a de la pollution qui se fait bah, par l'intérieur des maisons des mobiliers qu'on peut avoir qui contiennent des résines et qui s'évaporent dans l'air. Et préférer évidemment des produits ménagers et des cosmétiques qui ont peu d'ingrédients et qui, bah, en tout cas, ne contiennent pas ceux qui sont reconnus comme étant dangereux. Donc, pour vous aider, il existe au moins une application qui s'appelle Scan4Chem et qui, lorsque vous scannez un code barre, permet de savoir si le produit contient une substance préoccupante ou non. Et puis pour les personnes qui sont en projet d'avoir un enfant ou viennent d'avoir un enfant, le site des 1000premiersjours.fr qui permet de donner des conseils aux futurs et aux jeunes parents pour limiter les expositions aux perturbateurs endocriniens. Donc voilà, bah, on vous remercie beaucoup pour votre attention et puis bah, peut-être place aux questions. Oui, alors c'est moi aussi qui vous remercie pour cette présentation qui était très claire. Euh, alors, il y avait une question tout à l'heure. C'est est-ce qu'on retrouve des résidus de bisphénol A dans l'eau potable du robinet en France? Bah alors pour le moment, non, ça n'est pas le cas. Parce qu'en fait, avec ce type de produit, on a encore la chance que ça n'atteigne pas encore l'eau potable. En revanche, ça peut être plus inquiétant pour certaines alternatives au bisphénol A, qui sont des structures qui peuvent être beaucoup plus hydrosolubles. Et c'est le cas par exemple du bisphénol S qui peut se retrouver plus facilement en fait dans les matières hydrosolubles, donc potentiellement dans l'eau. Là, par exemple, c'est le genre de produit bah, auquel il faudra faire attention. Mais Sébastien, peut-être que tu voulais intervenir sur les dosages qui ont été faits, mais avec les différences sur les eaux souterraines et les eaux de surface. Ton micro. Non, j'ai pas. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez bien, je ne vais pas intervenir spécialement là-dessus. Après, il y a des réglementations qui ont été mises en place de toute façon sur les eaux potables pour limiter les seuils de concentration autorisés pour les BPA. Et le BPS est également suivi dans les eaux. Mais c'est pas forcément, en tout cas, s'il y a un conseil à donner, c'est pas forcément d'éviter l'eau potable. Parce que les alternatives ne sont pas forcément plus sécurisées du point de vue des bisphénols. Par exemple, si vous voulez utiliser des fontaines à eau, donc les fontaines qui sont constituées avec les grosses bonbonnes, en fait, c'est les grosses bonbonnes en plastique là qui sont réutilisées. En fait, c'est des systèmes qui vont concentrer les bisphénols dans ces fontaines à eau là, donc ce serait de toute façon pas une meilleure solution.
Et l'alternative de n'utiliser que de l'eau en bouteille, donc des eaux minérales ou des eaux de source, alors effectivement, il ne va pas y avoir de bisphénol hein, dans ces produits-là. Mais bah, pour le coup, vous allez retrouver des phtalates. Donc, bon, l'eau du robinet, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement suivi, extrêmement réglementé. Et pour le coup, je pense pas qu'il faille avoir trop de crainte de ce côté-là. D'accord. Oui, parce que qu'est-ce que je voulais dire quelque chose qui m'échappe. Bon, c'est pas grave. Il y a une autre Ah question là si, qui porte oui. sur l'usage des contenants en plastique. Mm, Effectivement, à partir du moment où les contenants sont utilisés pour stocker des aliments et qu'ils ne sont pas utilisés pour les réchauffer, je pense effectivement que ça pose pas tellement de problèmes pour répondre à la question. Après, il faut que ce soit des contenants en plastique qui soient pas dégradés ou vieillissants parce qu'en mm. fait, à partir du moment où le plastique va vieillir, il va s'abîmer et dans ces états-là, il va avoir tendance à pouvoir relarguer les molécules plus facilement dans les aliments. Mais effectivement, à partir du moment où ils ne sont pas utilisés pour réchauffer, ça va limiter le fait de les abîmer. L'autre point aussi, c'est que si vous avez des aliments avec un peu plus gras, en fait, ces aliments vont facilement absorber en fait les bisphénols qui ont un attrait pour les choses un peu plus grasses. Donc, ça veut dire que bah, dès lors qu'on a des choses avec de l'huile ou des éléments de ce type-là, bah, forcément, les bisphénols auront des facilités à migrer vers ce type de nourriture. Alors moi j'avais une question sur le fait que vous disiez tout à l'heure on élimine les bisphénols, donc au cours d'une journée, si on évite l'exposition. Mais est-ce que l'impact sur les gènes, il est juste au moment où il y a l'exposition ou il est permanent? Bah, c'est le problème, c'est ce qu'Alice vous a montré, c'est que l'étude qui a été faite par exemple chez la brebis montre qu'une exposition pendant 1 heure aux cellules de granulosa, eh bien, provoque un changement de réponse sur l'expression des gènes par rapport aux témoins qui n'étaient pas exposés au bisphénol, qui est totalement différent. Donc ça Hmm. veut dire que euh, ça, ça veut pas dire qu'il y aura pas des problèmes, mais en revanche, ce type de polluants par rapport à d'autres polluants qui sont persistants, même si on arrête l'exposition, malheureusement, ils vont rester dans notre corps pendant des dizaines, voire centaines de jours, alors que le bisphénol va disparaître plus vite. Alors ça ne veut pas dire, et vous avez raison de le souligner, que pendant ce laps de temps, il ne peut pas y avoir d'effet. Hmm. Et donc, bah, effectivement, l'objectif, c'est de limiter. C'est quand même le champ d'action qu'on a, c'est ce qu'il faut quand même essayer de retenir, c'est-à-dire qu'on peut quand même limiter son champ d'action. Et alors, la question suivante, c'est est-ce que les travaux que vous faites euh, peuvent déboucher aussi sur des recommandations à destination des centres d'AMP, justement, avant d'entrer dans un protocole d'AMP, il faudrait que les personnes limitent le plus possible Alors, il y a beaucoup de centres de PMA, d'AMP, pardon, qui de plus en plus font de la prévention et de l'avertissement vis-à-vis des perturbateurs endocriniens. C'est le cas à Tours en partie. C'est le cas, il y a des centres qui ont fait des démarches il n'y a pas très longtemps d'ailleurs à Poitiers, où effectivement ils avertissent sur ces molécules, mais pas que les bisphénols et sur bah, certaines effectivement changements d'habitude ou en tout cas des choses que l'on peut faire pour éviter de certaines expositions. Donc ça, c'est quelque chose, on voit bien qu'on est dans une dynamique et nos travaux, vous voyez, se font en partenariat très étroit avec des centres d'AMP. Et l'objectif pour nous, c'est d'informer les médecins et tout le cadre de santé, donc
tout le personnel de santé sur ces travaux. Donc ça, c'est important parce que ce sont les premiers qui sont au contact des patients pour justement les avertir. Donc l'objectif, c'est pas de... on peut pas dire qu'à la suite de nos travaux, on peut faire des recommandations comme ça du jour au lendemain. En revanche, nos travaux peuvent donner du grain à moudre, entre guillemets, aux instances parce que plus on donne, il y a des travaux qui sont publiés, plus on donne d'informations pour que les instances puissent au contraire prendre des décisions. Et là maintenant, c'est vrai qu'il y a un chemin, on va dire, par exemple avec l'ANSES, avec le CHA, etc. Donc au niveau français, mais vous l'avez vu avec les stratégies qui sont mises en place au niveau du gouvernement français, mais aussi au niveau européen pour essayer d'agir le plus rapidement possible. Alors, c'est pas si simple parce que, évidemment, on le comprend bien, tous ces produits-là, jusqu'à présent, on était tous très contents de les avoir parce que ça nous a facilité la tâche au quotidien. Il faut pas qu'on se leurre non plus. En revanche, c'est de se dire, bah, maintenant, il faut peut-être agir différemment. Et c'est ce qui se passe avec le règlement REACH, c'est-à-dire qu'effectivement, dès lors que certains produits commencent à être utilisés en grande quantité, bien forcément, maintenant, bah, là, il fallait en tout cas réglementé, mais dès lors qu'on met des nouvelles molécules sur le marché, on se doit maintenant quand même on a des enjeux qui sont là pour montrer si oui ou non ces produits peuvent avoir des effets néfastes. Donc on est dans une bonne dynamique, mais les choses prennent du temps. Oui, parce que moi, je me souviens quand on a créé l'association en 2013, dans les conférences organisées sur l'assistance médicale à la procréation, c'était pas des sujets qui étaient abordés et ça a commencé, il y avait une présentation, je crois, en 2017 avec un médecin qui travaillait à Toulouse à l'époque et qui avait fait un sujet sur ça et je me dis, ah tiens, ça commence. Nous, au niveau de l'association, on avait toujours porté le sujet de la santé environnementale et notamment, par exemple, l'utilisation dans les protocoles d'AMP de réceptacles en plastique, que ce soit Mm. pour, même pour récolter les ovocytes, par exemple, ça passe dans des tubes en plastique, c'est réceptionné dans des tubes en plastique. Et là, il y a des médecins, notamment à Paris 2, le docteur Delaroche, qui a justement fait un travail sur tous les dispositifs qui sont utilisés en AMP pour cultiver les embryons, récolter les ovocytes et voir s'il y avait des interactions, justement. Mm. Et ça, c'est un sujet qui avance aussi dans la société dans son ensemble. Alors dans l'équipe, hein, il y a un travail qu'on ne vous a pas présenté là. Mais dans lequel il y a eu des mesures dans certains milieux de culture, alors qui sont utilisées soit nous en expérimentation, soit utilisées dans les milieux bah, de fécondation in vitro, par exemple. Et effectivement, hein, certains produits sont contaminés avec des bisphénols. Alors des Mhm. fois à des concentrations très très faibles, mais parfois des concentrations qui peuvent quand même être importantes. Donc ça, c'est pareil, ça c'est un travail qui a été publié, les gens sont avertis, donc ça veut dire qu'il y a il y a certains produits, maintenant, voilà, les centres de PMA bah, commencent à regarder ça aussi de très très près, les choses évoluent. Mais l'information, jusqu'à cette publication, donc il y a un travail qui a été fait avec Sébastien Ellis et le BRGM, bah, il n'y avait pas eu de publication. Donc ça veut dire Mhm. que les médecins n'étaient pas informés. Donc, ça veut dire que bah, tout ça, effectivement, ça prend du temps et aussi, ce sont les techniques. Parce que là, on n'a pas parlé de tout ça, mais c'est-à-dire que mesurer ces bisphénols, c'est pas si simple parce que vous voyez, on peut les retrouver dans notre environnement. Donc, ça veut Mhm. dire qu'il faut être sûr de ne pas avoir de contamination croisée qui ne soit pas liée en fait à une exposition du milieu qu'on est en train d'analyser. Donc, ça veut dire qu'il faut avancer aussi sur la technologie des analyses et parfois même améliorer parce que pour détecter certains seuils, des fois très bas, qui, pourquoi pas, pourraient quand même avoir des effets sur la santé. Alors, je ne sais pas si les personnes qui sont présentes ont encore d'autres questions.
Il y a la question de Laetitia. Donc, dans la boîte de foie de morue dans l'huile, bien pour la vitamine D, mauvais pour les perturbateurs endocriniens. Alors, Voilà, la question de l'équilibre entre les choses. ouais, voilà, c'est ça. Donc, on arrive tous à jongler avec ça. Mais quand on en a conscience, je trouve que ça permet oui, de faire des choix, de choisir plutôt des récipients en verre ou les boîtes de conserve en verre que les boîtes en fer. On peut Voilà, au là, quotidien quand même. on parlait aussi des biberons, hein, les biberons en plastique. Ok, il n'y a plus de bisphénol A, hein, mais c'est le bisphénol S, hein, qui a pris la. Donc là, Mm, vu ce qui se passe avec le bisphénol S depuis 2023, ça risque d'être un autre qui va prendre la suite. Donc, mm, on était toutes passées au biberon en plastique parce que plus simple pour les enfants, moins de risque de le casser ou de le couper, ou de se mm, couper. Mais finalement, le biberon en verre, peut-être est une mm. solution, un peu mieux. À un moment, ils ont mis en place une appellation, notamment pour les tickets de caisse, une Donc, appellation qui s'appelait Oui, bisphénol free. Et oui. bisphénol bisphénol, ouais. free, et en fait, ça voulait pas dire qu'il n'y avait pas de bisphénol dedans, ça voulait juste dire qu'il n'y avait pas de bisphénol A. Mm. Mais donc les autres étaient dedans. Mm. Donc il faut se méfier aussi de ces appellations qui sont un peu biaisées. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, j'espère que ça vous a intéressé. Moi, j'ai pris plein de notes parce que vraiment, c'est très intéressant, très pédagogique. Bon, tant mieux. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, mesdames, parce que je vois qu'il y a beaucoup de dames en fait. Bon, elles passeront le message sur la fertilité Voilà, masculine auprès de ces voilà, messieurs. voilà, voilà. Bien, vous vouliez rajouter quelque chose peut-être de votre côté, Monsieur Non, Ellis, ou non. non, c'est Encore, bon. on voulait encore vous remercier, de nous permettre d'avoir cette opportunité justement de parler de nos projets parce que Mm. ça fait partie aussi de notre travail Mhm. d'informer les gens. Oui, oui, et puis il y a le PEPR, Santé des femmes, santé des couples, qui a été lancé là en début d'année suite Oui. au plan, au rapport sur les causes d'infertilité. Donc voilà, c'est aussi un moyen de pouvoir mieux parler de ces sujets-là. Parce que jusqu'à présent, on ne Mm. pouvait pas vraiment dire, voilà, on fait une recherche sur l'infertilité, que ce soit féminine, masculine. On espère vraiment que les travaux vont aussi faire progresser les mentalités et faire progresser la réglementation. Donc, on soutient les Ce qui est bien, chercheurs. c'est que votre association a véritablement une place importante dans ce programme. Donc, vous serez quand même bien avertis des avancées de la recherche dans ce plan. Bah oui, oui, oui. Mm. Bah, je vous remercie beaucoup. Bonne soirée à tous. Et puis, Merci. on met tout Merci. ça en replay dès qu'on a le temps pour D'accord, que très encore bien. plus de gens puissent le visionner. Très bien. Bonne Merci. soirée. Bonne Merci soirée. beaucoup. Au Au revoir. revoir.